Situé au nord-ouest de l'Inde, le Rajasthan, baptisé Pays des Rois, est une région à caractère rural et traditionnel. Forte d'une quarantaine de millions d'habitants, la population y est constituée d'une incroyable mosaïque de castes qui subdivise la société en groupes d'importance selon des critères religieux et économiques. Le peuple du Rajasthan descend des Aryens, venus d'Asie centrale vers 1500 avant notre ère, et des guerriers hindous Rajputs. Figure légendaire, les guerriers Rajputs, issus selon la tradition du soleil, de la lune et du feu, régnèrent sur la région pendant près de 2 siècles et freinèrent la conquête musulmane. Contrairement à d'autres régions de l'Inde, les différentes communautés du Rajasthan, les hindous majoritaires, les musulmans et les tribus nomades, cohabitent pacifiquement. Bercée d'histoires chevaleresques et imprégnée par un passé très féodal, la vie quotidienne a gardé un caractère très traditionnel. Hommes, femmes et enfants du Rajasthan se distinguent par leur allure fière et un souci exacerbé de l'honneur. Animés d'une curiosité amusée pour les étrangers, ils sont d'un accueil chaleureux. Selon la couleur de leur turban et la façon dont ils l'enroulent, les hommes révèlent leur appartenance à une caste ou à une région. C'est la même chose pour les femmes, dont les parures de tissu et les bijoux expriment la provenance selon une symbolique bien précise. Tout près de la frontière avec le Pakistan, au beau milieu du désert du Thar, surgit comme un mirage la cité dorée de Jaisalmer, baptisée également Sonar Killa, la forteresse d'or. Autrefois située sur la route des caravanes, elle fut fondée au XIIe siècle. La ville conserve de nombreux témoignages de la splendeur des Rajputs, ces rois hindous qui régnèrent sur le Rajasthan pendant près de 200 ans. Leur résistance face aux envahisseurs musulmans alimenta de nombreux récits épiques, à l'identique de nos romans de chevalerie du Moyen-Âge. Au cœur de la cité, des maisons finement sculptées appelées havlis, qui furent construites au XVIIe siècle par de fortunés marchands. Riche en lumière et en ombre, le quartier populaire est composé de rues étroites. Il est particulièrement fréquenté par les vaches sacrées que tout hindou qui se respecte laisse circuler librement. Lorsque le souverain Rajput, Rao Jodhaji, décida au XVe siècle la construction de la forteresse de Jodhpur, la conquête musulmane de l'Inde était déjà bien avancée. Arrivés par vagues successives depuis le 8e siècle, les Moghols, musulmans venus d'Asie centrale et qui finirent par bâtir un empire du même nom, gagnèrent du terrain sur les Rajputs. Vue de la terrasse de la forteresse, la ville de Jodhpur, bruissante d'activité, s'étend avec ses reflets bleus. Point de repère pour les habitants, la tour de l'horloge, qui marque l'entrée du bazar et du Sardar Market. Toute la vie de Jodhpur se concentre autour de ce marché. Fruits et légumes, potions miraculeuses et tissus y sont vendus à la criée. Pour expliquer la couleur bleue badigeonnée sur certaines maisons de Jodhpur, les habitants sont partagés entre 2 versions. Pour les uns, la couleur bleue serait un moyen de distinguer les maisons des habitants de caste supérieure, c'est-à-dire des brahmanes. Pour les autres, il s'agirait tout simplement d'une façon de se protéger des moustiques qui fuiraient cette couleur. Les commerçants de la région de Jodhpur, les Marwaris, ici dans leurs échoppes, sont très puissants. Ils tiennent en partie les rênes de la vie économique du Rajasthan et ont tissé dans toute l'Inde un véritable réseau d'affaires.
La ville d'Udaipur, avec ses gracieux palais, bâtie sur les bords d'un lac, est une des cités les plus romantiques du Rajasthan. Elle naquit de la nécessité pour les princes de la région de trouver un refuge devant la poussée des Moghols au milieu du XVIe siècle. Érigée en marbre et en granit sur la crête d'une colline qui domine le lac Pichola, le City Palace est le plus vaste palais du Rajasthan. Restauré et transformé en musée, le City Palace est un immense dédale de salons, d'escaliers, de cours, de jardins et de terrasses. Parmi ses trésors les plus remarquables, le Morchok, la cour des pans, décorée de mosaïques et de miroirs. Dessiné au début du XVIIe siècle, le Zenana Mahal, ou gynécée, fut conçu pour les femmes du palais qui y vivaient séparées des hommes. Au pied du City Palace, les ruelles étroites et blanches de la vieille ville. Dans le centre, la teinte nacrée des maisons blanchies à la chaux fait ressortir à merveille les peintures de couleurs vives qui ornent les murs. Lorsqu'une maison est le théâtre d'un mariage, les murs sont alors parés de peintures. Chevaux ou éléphants, chasse ou divinités, ces figures colorées ne sont jamais effacées. C'est le temps qui s'en charge lentement. En face du City Palace, sur une île du lac Pichola, se détache le Lake Palace. Construit par le Maharaja, au milieu du XVIIIe siècle, il est devenu un des plus beaux hôtels de luxe du monde, avec ses cours, ses fontaines et ses corniches. Dans ce cadre enchanteur, un mobilier raffiné vient renforcer la féerie du palais, digne d'un conte des 1001 nuits. Même richesse du décor à l'hôtel Shivnivas, niché dans une aile du City Palace. Le visiteur s'y voit offrir le temps de quelques nuits la vie de rêve des Maharajas. Jaipur, la capitale du Rajasthan. C'est en liant leur sort à celui de l'Empire moghol que les Maharajas Rajputs de la région virent leur puissance monter au zénith. Dès le début du XVIe siècle fut instaurée une habile politique de coopération avec les Moghols qui devait porter ses fruits et faire de l'État de Jaipur le plus puissant du Rajasthan. C'est à Amber, à une 8aine de kilomètres de la ville, que l'on découvre l'impressionnant repère fortifié des souverains de la région. Le visiteur se voit proposer d'accéder à la forteresse à dos d'éléphant, sous la conduite de Cornac. Autrefois capitale de l'État de Jaipur, Amber commandait une gorge étroite, position stratégique importante sur la route de Delhi au Rajasthan. Apparu en Inde dès l'Antiquité dans les armées d'Alexandre le Grand,
l'éléphant, symbole de force et de sagesse, a toujours fait partie du folklore. Chaque souverain entretenait de grands troupeaux, spécialement dressés pour la guerre, la chasse ou la parade. C'est bien après la construction du fort d'Amber que la ville même de Jaipur vit le jour. Les premiers travaux de construction débutèrent au début du XVIIIe siècle. Devenue alors capitale du Rajputana, la ville passa ensuite sous la tutelle des Britanniques qui firent alliance avec les Maharajas de 1818 à 1947, date de l'indépendance. Peuplée de plus d'1 million d'habitants, c'est aujourd'hui une métropole animée, siège de l'université et du gouvernement du Rajasthan, intégré à l'Union indienne. La vieille ville est entourée d'un mur percé de 7 portes, ouvrant sur les artères principales du centre. Il y règne une activité intense et une circulation débridée. Sur les avenues, charrettes, chameaux et vaches côtoient automobiles, vélos et éléphants dans le plus grand désordre. De grandes artères à angle droit divisent la ville en 9 secteurs, qui correspondent aux 9 divisions de l'univers et donnent un aspect géométrique très apparent à la ville. À Jaipur, les activités marchandes et artisanales se développèrent dès la fondation de la ville. Selon les quartiers, les bazars proposent des produits différents. Près des murs d'enceinte, le marché aux légumes et aux fruits rassemble la population autour de ses étals. À l'intérieur, dans les ruelles perpendiculaires aux grandes avenues, les marchands d'épices, de graines et de pâtisseries. Toute la gastronomie du Rajasthan, saveurs et parfums, est concentrée dans ce quartier réservé au commerce d'alimentation. Aux abords des temples, près de la grande place, les dévots viennent acheter des guirlandes de fleurs qu'ils déposeront en offrande aux divinités. Au cœur du Johari Bazar, les marchands présentent les saris à la mode. Aujourd'hui, dans les villes, le sari, qui n'est pourtant pas de tradition au Rajasthan, est porté par la plupart des femmes. Jaipur doit son poétique surnom de ville rose au Maharaja Ram Singh, qui régnait à la fin du siècle dernier pendant la domination des Britanniques. Ram Singh décida de faire peindre toutes les maisons de la cité en rose, rehaussées de blanc, en signe de bienvenue lors d'une visite du prince de Galles. Emblème de la cité, le célèbre Palais des Vents, ou Hawa Mahal. Cette séduisante fantaisie architecturale, toute de loges et de fenêtres ajourées, réalisée à la fin du XVIIIe siècle, n'est en réalité qu'une façade. Intégrée au palais, elle permettait aux femmes de contempler à loisir le spectacle de la rue par de petites ouvertures à l'abri des regards indiscrets.
À Jaipur, comme partout en Inde, le cinéma attire la foule des noctambules, friandes des grandes épopées d'aventure que l'Inde produit par centaines chaque année. Mais les nuits sont aussi l'occasion pour la population de se rendre dans les temples et d'y faire ses offrandes quotidiennes aux dieux. À la sortie de la ville, une dernière merveille, le Jal Mahal, laissé à l'abandon. Ce palais de style indo-musulman était la résidence d'été des Maharajas. À une cinquantaine de kilomètres au nord de Jaipur, la ville de Samod, nichée au creux d'un vallon. Le palais, bel édifice du XVIIIe siècle, rappelle les descriptions des châteaux de l'Inde moghole par les voyageurs européens de l'époque. Il fut construit par un noble de la cour de Jaipur, le ministre des Finances du Maharaja Jai Singh II. L'intérieur, digne d'un conte de fées oriental, est composé d'une succession de galeries décorées de peintures. Le Darbar Hall, la salle des audiences, est orné de fresques et de dorures. Aujourd'hui encore, la famille princière vit dans une aile du palais. Comme à Udaipur, le palais de Samod a lui aussi été transformé par les descendants du ministre en hôtel luxueux. Son charme en fait un lieu très prisé des jeunes Indiens fortunés qui viennent y passer leur lune de miel. Protégé par une muraille, le petit bourg commence à la sortie du palais. La vie s'y organise autour de l'artère principale. La population, aujourd'hui modeste, vivait autrefois beaucoup plus richement du passage des caravanes qui reliaient Jaipur et le nord-ouest de l'Inde. Très accueillants, les habitants de Samod, devenue une petite ville de campagne, sont un contact facile et enjoué. Dans le bourg, femmes et enfants vaquent avec lenteur et tranquillité à leurs occupations, sans s'effaroucher les visiteurs. Les maisons donnent sur la rue par un auvent, ce qui est très courant dans la région. Aujourd'hui, les intérieurs ont perdu de leur opulence. En s'approchant, on peut y voir dans les arrière-cours se dérouler les étapes de la vie quotidienne du bourg. De tradition très rurale, le Rajasthan est une région où l'homme éprouve un grand respect pour la nature et les animaux. On y observe une faune très variée qui vit en étroite communion avec la population. La majorité des Rajasthanis suivent les préceptes de la religion hindoue, caractérisés par un souci d'harmonie avec les éléments naturels. Les animaux, censés représenter les multitudes de formes qu'empruntent les dieux du panthéon hindou, sont étroitement associés
à la vie quotidienne. Dans les rues des villes, les singes vivent en liberté dans la plus totale promiscuité avec les habitants. Sacrées entre toutes les créatures, les vaches font l'objet d'une vénération absolue. Depuis des millénaires, elles jouissent du respect accordé aux divinités et leur abattage est strictement interdit. Nées selon la tradition en même temps que la caste supérieure des brahmanes, elles sont la source perpétuelle de lait et de beurre. Malgré l'existence d'un dieu absolu nommé Brahma, le panthéon hindou compte quelques 33 millions de divinités. Ce sanctuaire est dédié au dieu Ganesh. Représenté avec un corps d'homme et une tête d'éléphant, il protège les voyageurs, les marchands et même les voleurs. Chaque jour, aux abords des temples, la foule des fidèles vient accomplir la puja, la prière et le sacrifice hindou. Les croyants qui viennent ici rendre hommage au dieu Krishna déposent des offrandes diverses et récitent les prières. Dans les temples, hommes et femmes, toutes castes confondues, se retrouvent par milliers, tout un nombre de sanctuaires en constante augmentation. Ce temple de marbre situé à Jaipur a été construit il y a à peine quelques décennies grâce au don d'un riche hindou de la ville. À Jodhpur, le complexe du mausolée de Jaswant Tata a été érigé à la fin du XIXe siècle pour accueillir le mémorial dédié au Maharaja Jaswant Singh II. Dans la tradition hindoue, les morts ne sont pas enterrés mais incinérés. Ce mausolée ne contient donc aucune tombe. Par respect pour les personnages importants, il est d'usage de bâtir des cénotaphes en leur mémoire, à l'endroit où s'est déroulée la crémation. Cette tradition du cénotaphe, appelée Dowal, est particulière au Rajasthan qui respecte le souvenir de ses grands rois. La ville de Jaisalmer est un des grands centres de la religion Jain. Elle possède l'un des plus beaux temples dédiés à cette confession particulière, très différente de l'hindouisme et plus proche du bouddhisme. Développé en Inde à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ, en réaction au rituel des brahmanes hindous, le jainisme est doté d'une éthique austère. Tout en reconnaissant l'existence de certaines divinités, le jainisme leur dénie toute intervention dans la création. Sa doctrine est centrée sur l'enseignement d'une lignée de prophètes. Au XVIe et XVIIe siècle, la communauté jaine de Jaisalmer fit bâtir cet ensemble de temples sur plusieurs niveaux, reliés par d'étroits passages. Les fêtes religieuses, hindoues ou musulmanes, sont nombreuses et se déroulent tout au long de l'année selon un calendrier très chargé. Organisées en l'honneur d'une divinité, commémorant des épisodes de la mythologie ou marquant le passage des saisons, elles sont l'occasion de grands rassemblements.
Ces fêtes se déroulent toujours dans la liesse populaire. Les fanfares résonnent, les chars sont décorés et les groupes exécutent des pas de danse traditionnels. Pushkar, ville sainte et de légende, en bordure du désert. Tous les ans au mois de novembre, s'y déroule un des plus grands événements ruraux de l'année, la foire aux chameaux. La ville est un des lieux les plus saints de l'hindouisme. Selon la légende, le dieu Brahma tua ici un démon avec un pétale de fleurs de lotus. Le miracle accompli, il jeta le pétale qui se transforma alors en lac sacré. Des pèlerins venus de toute l'Inde viennent ici sur les ghats, terrasses de gradins à fleurs d'eau, pour accomplir leur bain rituel. Ils cherchent ainsi à gagner leur salut par leur passage dans la ville sainte. L'organisation de la petite ville, qui compte à peine plus de 11 000 habitants, est entièrement basée sur le déroulement des pèlerinages. Marchands et patrons de commerce ambulants s'installent dans la rue principale afin d'accueillir et de satisfaire les pèlerins et les négociants de la foire. Ils leur vendent tout au long de la journée pour quelques roupies à peine, beignets ou autres friandises. Une grande partie de l'économie de Pushkar repose sur l'organisation du séjour des quelques 200 000 visiteurs qui se pressent chaque année dans les ruelles étroites de la ville. Sur cette petite montagne, en forme de pain de sucre, le temple du sommet de la colline domine Pushkar. Il est lui aussi l'objet d'un pèlerinage. Hommes et femmes entreprennent l'escalade, de préférence le matin aux heures fraîches. Il faut compter environ 1 heure de montée avant d'aborder le sanctuaire. Pendant la pleine lune, au mois de novembre, la période traditionnelle des pèlerinages, un gigantesque campement s'organise dans le désert, aux portes de la ville. Nomades du désert du Thar et paysans de la région se retrouvent chaque année habillés de leurs plus beaux habits pour acheter et vendre leurs bêtes. La présence des chevaux est à relier avec une tradition ancestrale du Rajasthan. Pour les hommes, c'est un point d'honneur de posséder un beau cheval bien entretenu. À l'époque moghole, le cheval était devenu la monture des guerriers nobles, hindous comme musulmans. Aujourd'hui, le cheval est toujours synonyme de noblesse. Pendant une semaine, chacun présente son bétail et le négocie. Mais les vrais héros de la foire de Pushkar sont les chameaux. Les tractations à leur sujet donnent lieu à d'interminables palabres et démonstrations. Les chameaux du Rajasthan sont connus pour leur rapidité et leur robustesse. Ils peuvent parcourir des centaines de kilomètres sans être nourris ou abreuvés. Les paysans les utilisent pour l'agriculture, l'encadrement des troupeaux ou le transport.
Pendant les 5 jours de la foire, à côté des tractations commerciales, de grandes courses sont organisées. Pour captiver les spectateurs, les concurrents se préparent et se concentrent avant les joutes. C'est l'occasion d'arborer son plus beau costume, son plus beau turban et la plus belle parure pour sa monture. Pour gagner, il faut allier élégance, dextérité et rapidité. Pendant toute la durée des représentations, les courses de vitesse succèdent aux tournois de polo. Comme il est de coutume en Inde, pendant les rassemblements religieux, une grande fête foraine vient égayer la vie des pèlerins et des participants de la foire. Grandes roues et cabanes d'attractions rappellent nos foires européennes du Moyen-Âge. Pour le visiteur étranger, la foire de Pushkar est l'occasion rêvée de rencontrer, grâce à cette incroyable concentration humaine, toute la mosaïque des différents groupes, castes et tribus qui peuplent le Rajasthan. À l'approche de la fin du pèlerinage, les hindous sont de plus en plus nombreux à s'amasser dans les temples qui bordent le lac sacré. Ils s'immergent à moitié et se purifient par des ablutions rituelles, au son des incantations que scandent les prêtres. À cette période, l'épopée de la vie des dieux Brahma et Krishna est mise en scène et chantée devant les pèlerins. De jeunes enfants costumés miment les scènes mythologiques et chantent des couplets que l'assemblée reprend en chœur. Retour au camp à la tombée du jour. Loin des histoires de dieux hindous, les paroles échangées à la veillée sont plus terre à terre. Les hommes évoquent ensemble la journée, les ventes, les bonnes ou les mauvaises affaires. Après la frénésie de la journée, le calme tombe doucement sur le désert. Les badauds ont disparu. Hommes et femmes se sont retirés dans leur campement, laissant les chameaux au repos. La nuit va tomber. C'est l'heure des contes. Des histoires de chameaux, bien sûr, mais aussi de princesses captives et de héros courageux. Dans un souffle, le désert du Rajasthan peut alors livrer ses légendes. Soir de pleine lune et dernière baignade, la plus symbolique. Le pèlerinage de Pushkar touche à sa fin. Moment impressionnant de ferveur populaire et d'harmonie avec le monde. Attendue et préparée, la fête de Pushkar exprime l'âme profondément pieuse du Rajasthan.
Plus au sud-ouest, loin de Pushkar et du désert du Thar, la région du mont Abu. Le Rajasthan présente des situations géographiques très variées. Complètement aride dans le nord-ouest, la terre est plus généreuse ailleurs. Ici, sur la chaîne des monts Aravalli, le sol est plus fécond. Au pied de la montagne s'étendent les champs cultivés. Les principales productions agricoles, le maïs et le blé, y bénéficient d'une terre fertile. Dans la plupart des cas, comme ici cet homme avec sa charrue, les paysans cultivent la terre à la manière ancienne. Le traitement de la récolte s'effectue manuellement et ce sont les femmes qui se chargent le plus souvent de ce travail. De conception ancestrale et rudimentaire, les puits qui jalonnent les plaines arables sont actionnés mécaniquement. Une roue chargée de jarres en terre est mise en mouvement par un attelage de bœufs qui effectue une rotation monotone. L'eau, si rare et si précieuse. Les Tsars, Rajpouts et surtout Moghols en firent la protagoniste à part entière de l'architecture. À la cour des Moghols, pas de palais sans cour agrémentée de fontaines et de bassins pour se rafraîchir pendant les périodes de canicule. L'art des jardins artificiels fut introduit au Rajasthan par les musulmans. Comme en témoignent les miniatures de l'époque, le jardin est un lieu de plaisir. Hommes et femmes de la cour viennent y entendre de la musique, se baigner ou courtiser. Les plans d'eau, les bâtiments et les massifs de verdure sont rigoureusement ordonnancés. L'architecture des palais du Rajasthan est le fruit de la rencontre entre la tradition indienne et la tradition musulmane apportée par les Moghols. Comme ici à Udaipur, cet art, baptisé indo-musulman, est caractérisé par la juxtaposition d'une multitude de balcons, de tours et de coupoles. Précieux témoignage, les miniatures nous livrent avec tous les détails l'ambiance et les événements de la cour des Maharajas. Fantassins, cavaliers et gardes nous racontent le départ en grande pompe pour la guerre. Précédée elle aussi d'une fanfare, ici héritée de l'armée britannique des Indes. La chasse au tigre, sport affectionné des souverains Rajpouts, puis des Anglais, représente un des sujets favoris des peintres de cour. À Udaipur, la tradition de la peinture ne s'est pas éteinte. Située au bord du lac, la Pichola School est tenue par 4 frères issus d'une famille de peintres depuis plusieurs générations. La tradition de la peinture sur soie y est transmise aux jeunes générations. L'art du détail s'acquiert au prix de longues heures d'apprentissage, qui consiste essentiellement à recopier des miniatures anciennes. Les motifs, encore reproduits aujourd'hui dans cette école, ont un caractère spécifique et sont très différents de ceux développés par les peintres provenant d'autres régions du Rajasthan.
Chaque école puise en effet son inspiration dans la nature et le cadre qui l'entoure. Le Rajasthan, et en particulier la ville de Jaipur, est un important centre international de commerce des pierres précieuses, semi-précieuses et de bijoux. La région est dotée de mines d'où sont extraites les émeraudes, les grenats, les agates, les améthystes ou les lapis-lazuli. Avant d'être transformées, les pierres subissent un examen approfondi et sont triées. Avec le temps, Jaipur est devenu célèbre pour sa joaillerie et les pierres sont aujourd'hui acheminées du monde entier pour y être travaillées. Dans les arrière-cours du bazar, des centaines d'ateliers, aux installations rudimentaires, emploient des ouvriers tailleurs de pierres précieuses. Avec des outils très simples, les hommes transforment ici les cailloux les plus grossiers en gemmes limpides, qui se vendront plusieurs milliers de dollars. La pierre est appliquée avec précision sur un disque de fonte pour en polir les facettes. Dans une autre pièce de l'atelier, les hommes procèdent à l'étape suivante, l'affinage des pierres. Par la taille, puis par l'affinage, les artisans lapidaires poursuivent un objectif, celui de mettre en valeur la beauté de la pierre. Pour cela, il faut tenir compte à la fois de sa couleur, de sa transparence et de son poids. Pour donner tout son éclat à la pierre taillée, on la frotte contre un disque abrasif. Dernier maillon de la chaîne de joaillerie, la mise en forme des bijoux. Le métal est ici chauffé et modelé avant de recevoir les pierres. Il ne reste plus ensuite qu'à sertir les gemmes, préalablement taillées et affinées. Le savoir-faire des tailleurs de pierre du Rajasthan jouit d'une grande renommée. C'est à Jaisalmer, lors de la construction de la cité dorée du désert du Thar, qu'il a atteint son apogée.
Les demeures des riches marchands du temps des caravanes, les Haveli, construites au XVIIIe et XIXe siècle, y rivalisent de sophistication. Leur façade sculptée ressemble à un délicat travail de dentelle. En Inde, il est très rare que des artisans passent individuellement à la postérité. Pourtant, 2 tailleurs de pierre devinrent célèbres pour leur talent incomparable. Il s'agit des frères Attu et Lalu, qui réalisèrent à la fin du XIXe siècle une somptueuse Haveli pour le Premier ministre de l'époque. Descendants des sculpteurs des Haveli de Jaisalmer, les tailleurs de pierre ont conservé la tradition qui se transmet de père en fils. Ces hommes sculptent toujours des images sacrées, des stèles, des fenêtres ou des objets de tous les jours. Pour domestiquer la pierre, les tailleurs se servent essentiellement de 4 outils. Le poinçon, le ciseau à froid, le marteau et le foret. La technique utilisée par ces artisans est déjà décrite dans des manuels canoniques très anciens qui datent de bien avant notre ère. Ces textes de référence précisent les proportions et les dimensions de base. C'est à partir de ces données que chaque artiste y va de sa propre interprétation. À la sortie de Jaisalmer, le lac réservoir lui aussi surgit du sable du désert sous les ciseaux des tailleurs. Le même souci de raffinement se retrouve dans l'expression corporelle et la danse. Ici, à Jaipur, on enseigne aux jeunes élèves l'une des 4 danses classiques de l'Inde, le Kathak. La chorégraphie du Kathak est composée de mouvements des pieds et des bras particulièrement élaborés. Les danseurs se doivent de suivre un rythme très codifié donné par les joueurs de tabla. Le rythme de la danse est souligné par des colliers de grelots portés autour des chevilles qui battent la mesure. Bijoux, sculptures, danse, le peuple rajasthani porte encore aujourd'hui très haut les couleurs de sa tradition. Au pays des Maharajas, c'est bien le passé qui tisse le présent. On peut encore se prendre à rêver que les 1000 et une nuits ne sont pas prêtes de s'achever.